Nous sommes en 2050. Face à la crise climatique, les transports humains ont dû être révolutionnés. Les mythes autour des transports verts, décarbonés grâce aux progrès techniques, se sont écroulés. Et l'humanité est revenue à des moyens de transport plus sobres, à des habitudes de déplacement moins frénétiques. Que se passerait-il dans ce cas? Comment pourrait être la mobilité du futur? C'est ce dont on va parler dans cet épisode avec Laurent Castaignède, ingénieur, spécialiste des transports. Bonjour Laurent Castaignède. Bonjour Éloi. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passerait si on repensait nos mobilités. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Laurent Castaignède, je suis originaire de la Côte Basque. J'ai fait comme étude, je suis ingénieur de l'École Centrale Paris. Je suis sorti il y a une trentaine d'années. J'ai travaillé dans le bâtiment, puis dans la conception automobile, ensuite dans les bilans carbone. Et depuis 8 années, je suis aussi essayiste sur les transports et j'ai publié 4 livres dédiés au transport motorisé, plus ou moins, et à la mobilité. Voilà, donc vous aurez certainement les références en bas de page. Pour commencer à discuter des mobilités du futur, on va d'abord faire un rapide résumé historique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé durant les derniers siècles, les dernières décennies, par rapport aux mobilités des personnes? S'il n'y avait qu'une seule leçon de l'histoire, pour vraiment essayer de se faire bref, de se dire voilà, comment résumer 150 ans, 2 siècles même, pardon, d'installation et de transport motorisé. Bon, il y a quand même une constante un petit peu, c'est qu'en général, on n'a pas arrêté de proposer des transports évidemment toujours un petit peu plus rapides. La naissance de la vitesse, on peut la faire remonter à la commercialisation du galop, un peu avant la motorisation. Et on n'a pas arrêté finalement de proposer techniquement des transports de plus en plus rapides et de les proposer de moins en moins chers. Ok, c'est important, il y a la notion de vitesse et la notion de tarif, d'accessibilité si vous voulez aux masses. Et avec en général une promesse qui est une promesse de liberté, de gain de temps, de nouveaux liens sociaux. Vous voyez, effectivement, la distance devient plus accessible et vous vous dites, tiens, pourquoi habiter contre la fabrique qui est très polluée si un nouveau transport motorisé me permet d'aller habiter à 10 km, donc là je vous raconte ce qui s'est passé autour de Londres dans les années 1840, puis après Paris, autour de la région parisienne à partir de 1850, et bien en fait on se dit, ah oui, je vais aller habiter à la campagne, c'est plus sympa, vous voyez, donc et puis je peux aussi, grâce au transport motorisé, aller rencontrer d'autres personnes qui sont loin, que je ne connais pas forcément. Je peux aller m'installer ailleurs plus facilement. Donc vous voyez, une espèce de facilité, un confort offert par cette rapidité bon marché. Je rappelle bon marché parce que si la vitesse est proposée comme étant très chère, ce qui était évidemment à chaque fois au début, ce n'est qu'une clientèle très très aisée qui peut se permettre de l'acquérir. Et cette promesse de liberté, gain de temps, et puis plus récemment gain d'argent parce que la mobilité a un prix et le nouveau moyen moins cher vous dit vous allez faire des économies. La leçon de l'histoire sur 200 ans, c'est de constater que c'est le plus souvent une fausse promesse. C'est-à-dire le résultat au bout de quelques années, alors à très court terme c'est vrai, effectivement demain je vous propose un moyen plus rapide, alors à une époque ça a été l'automobile pour les premiers qui pouvaient se la payer, puis ça a été succession de trains, etc., de plus en plus rapide, mais en fait au bout de quelques années on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de gain de temps, et en gros il n'y a pas de gain d'argent non plus. C'est-à-dire c'est en général une fausse promesse, et qu'est-ce qui se passe sociologiquement? C'est qu'en fait, on va dire, les gens, alors c'est une façon de parler de manière générale, parce que des fois c'est les personnes eux-mêmes qui profitent de ce gain de temps et de ce gain d'argent pour se dire, je vais pouvoir m'installer ou aller plus loin, m'éloigner, parce qu'en m'éloignant, je vais avoir d'autres bénéfices qui peuvent être plus facile, moins de densité, plus d'accès facile à la nature, un nouveau lien social, voilà. Des logements moins chers. Des logements moins chers, effectivement, tout à fait, une propriété foncière plus accessible. Et puis aussi à vos dépens, c'est-à-dire votre employeur, qui peut être un service public, qui lui va, constatant que ses salariés sont de plus en plus mobiles, va se dire économiquement qu'il peut très bien concentrer ses activités. Les salariés vont se débrouiller à se déplacer pour venir. Donc c'est une mobilité qui peut être un peu choisie, mais aussi subie. Et c'est l'ensemble des deux qui fait qu'on a un effet rebond.
constaté depuis 2 siècles sur le fait que cette promesse de gain de temps, de liberté, etc., mais en fait non, en gros, elle n'existe pas. Elle existe provisoirement et elle s'effondre quelques années plus tard pour la catégorie sociale en question. Voilà. La leçon de l'histoire principale des transports motorisés, s'il n'y en avait qu'une à retenir, c'est celle-là, la mise à disposition des masses de transport, de nouveaux moyens de transport plus rapides et meilleurs marchés, promettent du gain de temps et de l'argent, et le résultat, quelques années plus tard, c'est pas de gain de temps, pas de gain d'argent, mais par contre un éloignement systématique des mêmes activités. Et justement, c'est important pour bien comprendre la suite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le terme que vous avez employé là, d'effet rebond ? Ah, l'effet rebond, oui. Alors, l'origine de l'effet rebond, ça avait été documenté par Stanley Jevons en 1865. À l'époque, en Angleterre, donc la révolution industrielle, basée sur le charbon, l'usage du charbon, et donc c'est le charbon anglais, c'est-à-dire qu'à l'époque, le charbon ne se transporte pas d'un pays à l'autre, on ne va pas chercher du charbon ailleurs, donc l'Angleterre, elle vit sa révolution industrielle avec son propre charbon de son propre sous-sol. Et on en consomme, en gros, de plus en plus au milieu du 19e siècle, et des spécialistes commencent à se dire, la ressource, elle est finie, enfin la ressource du sous-sol anglais en charbon accessible à peu près techniquement, c'est une ressource finie. On en consomme de plus en plus, mais donc il y a peut-être danger que dans 30 ans, 40 ans, la révolution industrielle s'arrête faute de combustible. Bon. Mais d'autres spécialistes disent c'est pas grave parce que la machine à vapeur fait des progrès vraiment constants, où on voit bien que par rapport à il y a quelques années, un travail mécanique est obtenu avec moins de charbon grâce à perfectionnement de la machine à vapeur. Donc d'autres au contraire sont optimistes en disant non, c'est pas grave. Grâce au progrès technique, c'est pas grave si la ressource est finie. Et donc on a une opposition de spécialistes, certains qui sont pessimistes et d'autres optimistes. Et donc Stanley Jevons documente très sérieusement le sujet en se disant je vais aller voir des géologues, on va dire, rencontrer des industriels, documenter le progrès technique, c'est quoi ces dernières années. Et il en conclut, lui, quelque chose qu'on va appeler l'effet rebond, il en conclut que c'est vrai que la machine à vapeur a fait beaucoup de progrès techniques et que manifestement elle continuera à faire beaucoup de progrès techniques, donc elle consommera pour un même travail de moins en moins de charbon, mais ce progrès technique l'a conduit à être plus économiquement rentable, qui fait que économiquement on a un intérêt économique à la multiplier. Et que du coup, malgré le progrès technique qui fait qu'elle consomme moins de charbon, mais en fait elle se multiplie plus vite, si vous voulez, le nombre de machines à vapeur, ou leur taille si vous voulez, se multiplie plus vite que le progrès technique ne fait économiser du charbon. Et donc qu'en fait, le paradoxe de Jevons, c'est de dire, en fait, le progrès technique va continuer avec des machines de plus en plus économes, mais paradoxalement, l'ensemble des machines vont consommer plus de charbon. Et donc qu'il y a vraiment un risque. Après, ce risque sera levé parce qu'après le charbon, on le transportera, etc. Mais là, du coup, vous nous parlez de charbon, de machine à vapeur. Voilà. Mais aujourd'hui, comment il se manifeste cet effet rebond ? Bon, alors on a parlé d'effet rebond de gens qui vous leur proposez un moyen plus rapide d'effet rebond. Non, ils ne vont pas gagner du temps. Un moyen 2 fois plus rapide ne leur fait pas gagner la moitié du temps, mais leur fait gagner le double de distance, donc effet rebond. Mais vous avez des effets rebonds typiques de Jevons aujourd'hui dans l'aviation, avec par exemple aujourd'hui les avions de ligne. Ils n'ont jamais été aussi économes, le parc d'avions de ligne, 28 000 avions aujourd'hui, à peu près un peu moins de 30 000, n'ont jamais été aussi économes par kilomètre passager, et pourtant on n'a jamais consommé autant de kérosène. C'est-à-dire que chaque année on avait un parc qui était unitairement plus économe, mais globalement, on battait des records chaque année, hors Covid, on est en train d'en sortir, du point de vue des courbes, et toujours plus de kérosène chaque année. C'est le paradoxe. Et le paradoxe de Jevons, c'est quoi dans l'aviation ? Mais vous avez un peu le même dans l'automobile, c'est de dire que quand vous remplacez un avion qui consomme 1 par un avion, 20 ans plus tard, l'avion est vieux, il a 20 ans, il va partir à la casse, le nouvel avion, il consomme 20% de moins 20 ans plus tard, super, 0,8. Sauf qu'en fait, vous remplacez 1 par 2 fois 0,8. En fait, quand vous fabriquez 2 avions, il y en a un qui remplace un avion qui part à la casse et l'autre qui s'additionne au parc. Donc du coup, grâce à la nouvelle technologie des avions économes, vous remplacez un avion par 2 fois 0,8. Ouais. Et du coup, vous remplacez 1 par 1,6. Alors certes, vous avez des avions plus économes, mais ils sont 2 fois plus nombreux 20 ans plus tard. Alors, on va y revenir justement. On consomme plus de kérosène. On va y revenir parce que par exemple. On va y revenir parce que tout ça du coup est lié à la hausse phénoménale des mobilités. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il se passe actuellement en termes de croissance justement de ces mobilités, nous donner quelques ordres de grandeur et quelques chiffres s'il vous plaît. Alors, la croissance des mobilités, si par exemple, on parlait de l'aérien, donc restons sur l'aérien. L'aérien, donc juste avant Covid, c'est un secteur dont le trafic aérien se mesure en kilomètres passagers, c'est-à-dire un passager sur un siège payant
qui fait 1 km dans un avion. C'est ça l'unité de calcul du trafic. Historiquement, depuis une cinquantaine d'années, juste avant le Covid, le trafic doublait tous les 15 ans. Okay, donc 2 fois plus de trafic tous les 15 ans. Les prospectives, juste avant Covid, de l'aérien, c'était le doublement tous les 15 ans va se poursuivre dans 30 ans. Donc les prospectives 2019, en fait, en 2050, il y aura 4 fois plus de trafic. Voilà. Prospective de l'aérien juste avant Covid. Post-Covid, la prospective, c'est on va doubler. Donc dans l'aérien, le Covid, c'est un trou d'air de 5 ans. Okay, il faut 5 ans à peu près pour retrouver le trafic 2019. D'accord. Trou d'air de 5 ans. Et les nouvelles prospectives post-Covid sont pas aussi optimistes, mais quasiment. C'est-à-dire qu'elles annoncent quand même un doublement, mais en 20 ans. Donc on a toujours une promesse de croissance. On va voir sur quoi elle est basée, parce que il y a des indicateurs environnementaux qui sont très dégradés, l'avion consomme beaucoup, et là vous avez une promesse technologique sur laquelle on pourra revenir, qui est l'avion vert, on pourra en parler. Et sur le transport routier, par exemple, la mobilité terrestre automobile, par exemple, aujourd'hui on a à peu près 1,1 milliard d'automobiles en circulation dans le monde. On a l'impression, quand on est ici en France, que le parc est assez stable. Vous voyez, que le nombre de véhicules ne change pas trop. C'est pas faux, mais ce n'est pas représentatif du tout de ce qui se passe au niveau mondial. Au niveau mondial, il y a vraiment une croissance du nombre de voitures, et c'est un peu comme dans l'aviation. Quand vous fabriquez 2 voitures aujourd'hui, au niveau mondial, si vous comparez l'évolution du parc et la production des voitures, grosso modo, quand on fabrique 2 voitures, il y en a une, en même temps, il y en a une qui part à la casse. Donc en fait, il y en a une qui remplace, on va dire, une voiture qui part à la classe, et une qui s'additionne. Voilà, donc on a avec un rythme qui est plutôt un doublement tous les 25 ans. Et donc ce qui est annoncé par les grands organismes aujourd'hui, parce que la tendance actuelle, c'est 1,1 milliard de voitures avec une croissance de l'ordre de 2 à 3% par an. Okay, donc le monde est en train de s'équiper d'automobiles. Nous on ne le voit pas trop parce qu'on est déjà très équipés, donc c'est l'Europe de l'Ouest on va dire, les États-Unis, mais ailleurs, il y a des pays comme la Chine, l'Indonésie, aussi l'Afrique, qui sont vraiment dans une croissance du nombre de véhicules. Et donc les grands organismes annoncent déjà depuis plusieurs années qu'on aura 2 milliards d'automobiles. Ils ne savent pas trop, on verra si c'est 2040, 2050, quelque part entre les 2 milliards. Donc en fait, un doublement, grosso modo, le doublement du nombre d'avions est annoncé, le doublement du nombre d'automobiles est annoncé. Alors quand on voit un petit peu les indicateurs, on peut s'interroger, mais... Comment on va y arriver pour baisser les impacts alors qu'on veut doubler la mobilité? Justement, là, c'est ce dont on va parler maintenant. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur, des impacts environnementaux des transports aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, aujourd'hui, les transports, par exemple, en émissions de gaz à effet de serre, c'est à peu près 30% de l'ensemble des émissions mondiales. Je dis bien 30, dans le GIEC par exemple, dans un camembert dit 15, mais en fait 15, ce n'est uniquement que ce qui est strictement attribuable au transport et pas à rien d'autre. C'est-à-dire le gaz CO2 qui sort des pots d'échappement et des tuyères, si vous voulez, des véhicules. Ça, c'est forcément du transport, c'est 15%. Mais en fait, les transports, c'est pas que ça. Il faut fabriquer les véhicules, ça c'est dans l'industrie, au niveau des camemberts. Il faut construire les routes. Tous les ans, il y a des constructions de ponts, de routes, de parkings, toutes choses comme ça. Il faut aller extraire le pétrole. Il y a de l'électricité aussi qui est fabriquée pour certains moyens mobiles. Donc quand on va aller pêcher dans les autres parts de camembert, tout ce qui concerne de près ou de loin les transports, on arrive à peu près à 30%, vous voyez, de l'ensemble des émissions mondiales de gaz à effet de serre. On va parler maintenant de ce qu'il se passerait si on repensait nos mobilités. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler du progrès technologique qui est souvent présenté dans les discussions sur les mobilités du futur comme la solution pour pouvoir continuer à maintenir nos niveaux de mobilité tout en réduisant notre impact environnemental? Oui. Souvent vous êtes gentil, on pourrait dire en arrondissant, on peut dire toujours en arrondissant. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les grands organismes annoncent un doublement, on a dit, de l'aérien, de l'automobile. C'est du business, évidemment. Un doublé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de construction de moyens, des infrastructures. Vous imaginez tout le business qui est derrière un doublement. Et les indicateurs environnementaux, on se dit, oulala, c'est 30% la mobilité. Dans les 30%, il y a d'abord l'automobile, puis les camions, puis les avions, puis les bateaux. Dans l'ordre, si vous voulez, à l'intérieur de ces 30%, des impacts mondiaux de gaz à effet de serre, par exemple. On se dit, mais comment on va pouvoir faire baisser les impacts avec un doublement? Et donc là, vous avez ce que j'appelle le messianisme technologique, c'est-à-dire la baguette magique. Alors, en ce moment, la baguette magique, c'est celle de la fée électricité, beaucoup. D'ailleurs, la fée électricité, elle commence à conquérir un petit peu tous les
tous les grands businessmen. Par exemple, jusqu'ici, vous aviez par exemple l'aérien qui croît beaucoup et qui en plus ne concerne essentiellement que du loisir, c'est majoritairement du loisir, et en plus des classes aisées. C'est quand même très mal réparti l'usage de l'aérien. Il y a une fraction vraiment petite de la population qui prend beaucoup l'avion, une deuxième fraction qui le prend de temps en temps, et la grande majorité qui ne va jamais à l'aéroport. Voilà. Contrairement à la mobilité routière, ou même si c'est aussi évidemment assez discriminé, ça l'est quand même moins. Voilà. Et donc ce doublement, on se dit, à minima, on devrait se dire, non mais là il faut arrêter de croître déjà. Au moins on pourrait se dire, si on passe pas à 2 milliards, de 1 à 2 milliards d'automobiles, si on reste à 1 milliard, déjà c'est plus facile de faire baisser les impacts, parce qu'à ce moment-là on se dira, peut-être que le progrès technique le pourra. Mais donc aujourd'hui, non, la technologie, elle est... et dans la solution, c'est ça qui est embêtant en fait, c'est le là. C'est-à-dire que c'est présenté comme étant, on a un problème de climat, de dégradation de la pollution de l'air. Si vous dites j'ai une solution, à ce moment-là, si c'est une, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et donc si vous dites j'en ai une, elle peut se cumuler avec de la sobriété, avec des modifications d'usage qui vont s'additionner avec une solution. Et effectivement, vous avez raison de votre question de dire là. Et là, c'est là où ça devient grave. Parce que si c'est la solution, ça veut dire qu'elle peut se satisfaire d'elle-même et qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à baisser les usages, et donc on peut laisser croître. Après tout, il y a la solution. Et en plus, là, ce qui est terrible, c'est c'est pas les, c'est là. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, dans l'automobile, la solution, aujourd'hui, c'est la voiture électrique, par exemple. Vous voyez. Dans l'aérien, il y a toujours eu la solution, même si ça a changé. À moi, c'était les agrocarburants. Puis là, on s'est rendu compte que si on faisait voler tous les avions aux agrocarburants, en gros, on ne mangeait plus, plus personne. Ensuite, ça a été la compensation. On s'est dit, non, mais les arbres, on ne peut pas planter autant d'arbres qu'on veut pour compenser l'aérien. Après, ça a été... alors aujourd'hui, la mode, je dirais mode, c'est les e-fuels. Et là, la fée électricité, elle arrive par derrière de se dire, grâce à de l'électricité évidemment renouvelable, on va pouvoir fabriquer de l'hydrogène. Grâce à l'hydrogène, alors je passe sur l'avion à hydrogène, où il faut bien avoir conscience qu'un aéroport qui aurait des avions à hydrogène, c'est un site Seveso. Déjà, c'est un site Seveso. C'est parce qu'en fait, les réservoirs d'hydrogène... C'est-à-dire un site Seveso. Les sites Seveso, c'est des sites industriels, en général de l'industrie chimique, qui ont un tel risque autour, un tel danger autour de la... Par exemple, soit du process industriel, soit de réservoirs qu'ils ont d'énergie, ou ça peut être d'engrais ou de choses comme ça, qui sont suffisamment dangereux pour qu'on considère que, attention... interdit au public, sécurisation, distance, etc. Ouais. Un site Seveso. Il faut bien voir qu'un aéroport, si on lui met des réservoirs d'hydrogène pour alimenter des avions, dans la législation actuelle, c'est un site Seveso, donc interdit au public. Donc vous imaginez un petit peu le chemin qu'il y aurait à faire pour imaginer un aéroport avec des énormes réservoirs d'hydrogène qui rempliraient des avions. Bon, ne serait-ce que ça, par exemple. Après, l'hydrogène, évidemment, liquide, parce qu'il faut qu'il soit suffisamment compact pour être dans un avion et pas remplir, que le réservoir remplisse la passe totale des passagers. Liquide, c'est moins 253 degrés. Donc maintenir, et si jamais vous êtes un peu moins froid que moins 253 degrés, qui est quasi pas loin du zéro absolu à 20 degrés près, ça y est, ça part en ébullition. Donc vous imaginez un peu le on voit que c'est très compliqué techniquement. Donc voilà, donc ça c'est en train de, moi je pense, de faire pchit, l'avion à hydrogène, même s'il y a eu quand même beaucoup de subventions publiques et tout, donc ça va pas faire pchit du jour au lendemain, mais je pense que ça va faire pchit. Et donc le dernier de l'aviation, c'est l'e-fuel. C'est-à-dire on va rester avec du carburant liquide, et avec de l'électricité, donc fabriquer de l'hydrogène, mais de l'hydrogène fabriqué du méthane, puis du méthanol et de l'essence synthétique. Donc finir avec de l'essence qu'on peut mettre dans un réservoir, finalement, ça devient un carburant liquide qui est à peu près le même que l'essence. Et donc aujourd'hui, l'e-fuel, donc la fée électricité qui est derrière, arrive à la rescousse en disant, voilà, il suffit de planter des éoliennes et on fabrique de l'e-fuel et on peut continuer avec de l'essence liquide. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur les voitures électriques pour nous expliquer à quel point, d'ailleurs c'est l'objet de votre dernier livre qui s'appelle La ruée vers la voiture électrique, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, là je vois le livre là, qui est sous les yeux, entre miracle et désastre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Pourquoi miracle ? Pourquoi désastre ? Le miracle, c'est bien, vous vous rendez compte, on a l'automobile qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est 40% des 30% par exemple, donc ça fait 12% des émissions mondiales. Donc beaucoup de gaz à effet de serre liés à ça, un nombre qui n'arrête pas de croître, vous voyez. Et là, tout d'un coup, on annonce, et puis beaucoup de pollution urbaine liée à l'automobile, et puis tout d'un coup, on annonce un véhicule qui est présenté comme étant non polluant, décarboné. Là, c'est miraculeux. Que tout d'un coup, la technologie arrive à gommer d'un trait de plume les principales nuisances.
Donc ça, c'est le miracle, le côté miraculeux, la solution. Et le désastre, c'est de se dire, bon déjà, on se dit, oula, c'est tellement présenté comme dithyrambique qu'on se dit, il y a anguille sous roche, voilà. Et quand on creuse le sujet, ce que j'ai fait pour pouvoir écrire ce livre, de creuser en fait tous les risques, les inconvénients, les qualités, les avantages. Et là, on se rend compte, oulala, il y a beaucoup de nuages noirs autour de cette pseudo-substitution générale, parce que c'est ça qui est annoncé, c'est pas juste la France qui dans son coin dit je n'aurai plus que des voitures électriques en vente dans 12 ans. C'est pas ça, en 2035. C'est en gros tout le monde occidental et la moitié de la Chine qui veut faire la même chose au même moment. Et vous allez me dire, il y a du progrès technique. Oui, il y a du progrès technique constant des batteries, sauf que le progrès technique, il ne permet pas du tout, depuis plusieurs années, de se dire on va être un peu plus sobre en batterie par voiture. Pas du tout. Tout le progrès technique, il a deux effets depuis plusieurs années. C'est d'augmenter l'autonomie proposée des voitures électriques. Donc tout le progrès technique n'a aucun effet sur la réduction de métallique par véhicule. Et deuxièmement, ce progrès technique, il ouvre la voie à d'autres usages de batterie. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, les camions, on n'en parlait grosso modo pas. Et puis plus il y a du progrès technique de densification d'électricité à l'intérieur de chaque kilogramme de batterie, que plus ça va, plus il y a des catégories de camions, on se dit, ceux-là, on peut les électrifier. Donc à un moment, vous dites, les ressources sont finies, de toute façon, de métal, et puis ouvrir des mines, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc on sent que ça va coincer. Voilà. Et si ça coince un jour, ce que je pense, parce qu'on va parler du futur, bon après on verra, à ce moment-là, on va se rendre compte, qu'on n'a pas une ressource infinie de métaux autant qu'on en veut pour électrifier tout ce qu'on veut, mettre des batteries partout. Même avant ça, est-ce que ça ne va pas coincer en termes d'électricité ? Oui, alors en fait, il y a plusieurs risques. Quand vous regardez, il y a des risques de grippage, on va dire, au niveau du flux de métaux attendu comme étant 10 fois le flux actuel pour certains métaux, plusieurs dizaines de pourcents pour d'autres. Donc, est-ce que ce flux sera là ? Après, en termes d'électricité, est-ce qu'il y aura suffisamment d'électricité ? A priori, on va dire plutôt oui, mais de quelle nature ? Parce que des centrales fossiles, les installer, c'est relativement facile en fait, quelque part entre guillemets, d'avoir des nouvelles centrales au charbon, vous voyez. Mais si on fait une voiture électrique pour augmenter la quantité de centrales au charbon, c'est un non-sens au niveau du climat. Hein, okay. Si une voiture électrique elle est alimentée par une centrale au charbon, au niveau du climat, elle est légèrement pire qu'une voiture essence. Alors ça peut avoir de l'intérêt dans un centre urbain. C'est bien ce que fait en Chine, hein. Tant pis si l'électricité supplémentaire chinoise du fait du parc de voitures électriques qui augmente est fait au charbon, un peu tant pis pour le climat. En Chine, ils font circuler des voitures électriques dont l'électricité a été produite avec du charbon. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui vous avez, on va dire, la majorité de l'électricité chinoise qui est faite au charbon. Certes, la Chine investit beaucoup dans des électricités renouvelables, des centrales nucléaires, mais tous ces investissements qui se développent, en fait, ne sont pas liés au développement de la voiture électrique. Je veux dire, il n'y aurait pas de voiture électrique, la Chine investirait dans les mêmes moyens. Et donc la voiture électrique, c'est quelque chose qui se rajoute. Alors peut-être que dernièrement, ils se sont dit, ah oui, on va mettre encore plus la pression pour avoir ces nouveaux moyens bas carbone en plus, vous voyez. Mais les projets actuels, ils ont été décidés à des moments où on ne pensait certainement pas qu'il y aurait tant de voitures électriques. Et donc quand on rajoute sans cesse des voitures électriques en Chine, dans ce pays qui fabrique la majorité de son électricité au charbon, et qui même continue encore à en ouvrir, vous imaginez que l'électricité supplémentaire réclamée par ces nouvelles voitures, en gros, vous pouvez considérer qu'elle est à peu près fabriquée qu'avec du charbon. D'accord. Voilà, ok. Est-ce que vous pouvez continuer rapidement, s'il vous plaît, sur les voitures électriques pour nous expliquer en quoi, pour vous, le tout électrique n'est pas viable, et peut-être rapidement sur les autres moyens de transport avant qu'on passe aux pistes de solutions, s'il vous plaît. Pourquoi elle n'est pas viable ? Alors, disons qu'on va voir. Moi, ce que je pense, c'est qu'entre le flux attendu de métaux surmultiplié, ça va gripper, par rapport au nombre d'usages qui n'arrêtent pas de grandir, et le nombre de pays qui veulent, à des échéances rapides, voilà. L'électricité, il faudrait que ce soit de l'électricité verte, pour qu'il soit alimenté par ces véhicules supplémentaires. Et là, il faut regarder pays par pays, région du monde par région du monde. C'est pas du tout si évident, et je pense qu'on va se rendre compte dans quelques années que en fait, la majorité des voitures électriques, des recharges de la majorité des voitures électriques ne sont en fait pas faites par de l'électricité bas carbone. Et donc là, le fait que la voiture électrique est automatiquement, dans beaucoup de pays, bas carbone, on risque d'avoir des lendemains qui déchantent quand on va se rendre compte que non, on n'a pas réussi à mettre en service, en phase avec le déploiement de la mobilité électrique, suffisamment de nouveaux moyens bas carbone, je dis bien nouveaux moyens. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler par rapport à ça, de la taille des véhicules électriques ? Oui, voilà. Alors ça, c'est un sujet, et puis il y a aussi la taille, qui fait partie en fait du risque de grippage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites,
c'est pas infini. L'électricité verte supplémentaire, elle n'est pas infinie. Les métaux, c'est pas infini. Donc dans quelques années, si vous vous rendez compte que mince, il y en a pas assez, donc là vous allez vous retourner et vous dire bon, on a quand même électrifié pas mal de voitures. Et vous les regardez et vous dites mais en fait on a électrifié massivement des SUV, des voitures de plus de 2 tonnes. Enfin, on a gaspillé les ressources mécaniques. On a voulu donner aux voitures à toutes 700 km d'autonomie, c'est la tendance, hein, 800 km d'autonomie. Vous sentez qu'il y a une partie de gaspillage, une voiture qui a 700 ou 800 km d'autonomie, alors qu'en fait 300 km lui suffirait pour tous les trajets hebdomadaires, quotidiens, hebdomadaires, et c'est de temps en temps, exceptionnellement en général, hein, qu'un ménage a envie de faire 600, 700 km sans trop s'embêter. Et du coup, vous avez sous la voiture, en gros, une petite moitié de la batterie qui est assez utile au quotidien, enfin à la semaine, et une bonne moitié de la batterie, mais qui sert quasiment à rien. Mais donc c'est de l'immobilisation, et vous pourrez vous dire, mince, après, dans quelques années, les scooters, mince, on a toujours des scooters essence qui polluent. Mais ces batteries qui dorment dans les voitures, pourquoi on n'aurait pas mis ces métaux plutôt dans des bus, plutôt dans des 2 roues, vous voyez, dans des fourgons urbains, des véhicules qui sont vraiment dans la ville en train de polluer. Donc un gaspillage de cette autonomie, un gaspillage de la masse des véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va se retourner, quand on va se dire mais non, mais en fait la voiture électrique moyenne, mais en fait elle fait 2 tonnes, ou elle est beaucoup trop lourde. On se plaint déjà depuis des années que le parc automobile, les voitures, chacune, elle n'arrête pas d'augmenter en masse au fur et à mesure des générations de voitures. Il faut bien comprendre que le passage à l'électrique, c'est pas du tout une inflexion dans le sens, bon allez maintenant, les indicateurs environnementaux se dégradent, on va avoir des voitures, allez, dorénavant, les prochaines générations, un peu moins lourdes, un peu moins grosses. C'est absolument pas ce qui est en train de se passer avec l'électrification, c'est une marche d'escalier à l'envers. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à ça, pour essayer d'endiguer ça? Bon, en termes de propositions radicales qui sont là pour essayer de réfléchir, moi ce que je vous dis c'est, on aurait pu, et puis on pourrait toujours se dire, bon allez, jusqu'à 1,5 tonne à vide, on peut faire à peu près n'importe quelle voiture, on peut même faire un break 7 places, pour une famille. Pas obligé d'avoir un véhicule de 2 tonnes, même si vous voulez quand même des sièges pour les enfants. Donc on peut dire qu'allez, au-delà d'1,5 tonne à vide, on est dans le début de l'excès, quoi, clairement. Et donc à ce moment-là de dire, ces véhicules-là, à terme, on n'en veut plus, ou alors on l'en veut, mais que pour des usages professionnels parfaitement justifiés. Donc à ce moment-là, une mesure radicale pour réfléchir, ça serait de dire, tous les véhicules neufs de plus d'1,5 tonne à vide, donc les gros SUV avec, etc., mais on va les brider on considère que c'est des poids lourds. Okay, c'est trop lourd, trop gros, donc c'est des poids lourds. Donc comme les camions, on va dire, on va les brider à 90 km/h. Donc quelqu'un du coup qui veut, par confort, par rapport à son voisin, qui a déjà un gros véhicule, etc., dire ah non, moi je veux un gros SUV, puis je me sens plus en sécurité, ce qui est vrai, si vous êtes avec un char d'assaut en ville, le moindre accident que vous allez avoir, bon, sauf si vous tapez un char d'assaut, mais vous allez être à peine secoué, alors que vous imaginez les dégâts pour les autres. Ouais. Okay, plus vous êtes lourd, plus vous allez faire de dégâts. Donc ça, c'est des lois de la physique complètement basiques. Bon. Donc du coup, se dire, si on le bride à 90 km/h, à ce moment-là, quelqu'un qui veut cet usage pour montrer qu'il a réussi, etc., il ne va pas l'acheter. Parce que dès qu'il va aller sur autoroute, il va se faire doubler par tout le monde. Donc du coup, non, il ne va pas l'acheter. En revanche, il y a des usages quand même justifiés de véhicules plus lourds, qu'une tonne 5 sans problème. Même un gros pick-up dont on parlait, en n'exagérant pas beaucoup, un apiculteur qui veut transférer ses ruches. Lui, il veut un pick-up normal. Si on lui dit, votre pick-up, il est limité à 90, il va dire, c'est pas grave. Je l'achète. Je veux dire, c'est pour aller chercher les ruches, c'est un usage professionnel. Bon, allez, les quelques fois où je partirai en vacances, je traînerai un peu sur l'autoroute, mais c'est pas grave. Après tout, je consommerai moins parce que c'est quand même des véhicules qui sont beaucoup. Donc voilà, oui, par exemple, c'est assez radical, mais c'est pour réfléchir. On pourrait aussi évidemment brider toutes les voitures à 130, brider l'accélération, parce que les voitures électriques sont dangereuses notamment par rapport à leur masse, qui est 20 à 30%. Quand je dis marche d'escalier, c'est 20 à 30%. À iso-gabarit, à iso-voiture, la version électrique, c'est 20 à 30% plus lourd. Du fait de la batterie. Du fait de la batterie, alors que pourtant le moteur est plus léger. C'est-à-dire le moteur électrique, il est plus léger que le moteur qu'il remplace. Donc on pourrait se dire, il y a du potentiel. Et en plus, il prend moins de place. Est-ce que vous pouvez nous parler, un peu dans la continuité de ce que vous nous avez dit avant, est-ce que vous pouvez nous parler des pistes de solutions pour limiter l'impact environnemental des mobilités? Oui. Alors, il y a 2 catégories de solutions qu'il faut additionner. Il y en a une, clairement, il faut réfléchir au problème du nombre. C'est-à-dire lui fait le doublement à 20 ans, 25 ans du nombre de véhicules. On sent que ça ne va pas le faire. Donc, pour juguler l'augmentation, il y a un premier sujet. Et puis après, il y a les véhicules eux-mêmes. Okay, donc, pour aller un peu vite, sur le nombre, en fait, il faut réfléchir à ce qui a été fait depuis Napoléon au XIXe siècle, qui est la création de la propriété foncière dans le logement. C'est-à-dire à l'époque, les gens pouvaient s'installer où ils voulaient, dès qu'il y avait un terrain vague, pour planter 4 piquets, c'est chez moi, voilà. Et donc on a mis en place les cadastres, la logique de la propriété foncière, avec un impôt à côté,
Et du coup, les gens qui jusqu'ici habitaient quelque part, c'était chez eux, c'était les voisins qui leur garantissaient, oui, c'est la maison de votre famille, hein. Il n'y avait pas de papier. D'accord. Et donc, dès que c'est devenu les cadastres, les notaires ont dit, voilà, telle parcelle, c'est à monsieur un tel. Okay, et du coup, il y a un impôt. Alors évidemment, il y a un impôt, ça coûtait de l'argent, mais une fois que vous avez payé l'impôt, vous avez la preuve de l'État que cette parcelle, c'est bien la vôtre. Personne ne va vous la réclamer. Okay, donc, on a créé la notion foncière pour juguler l'expansion, notamment l'expansion urbaine, lever de l'impôt, etc. Mais là, en fait, il faudrait avoir la même réflexion pour l'ensemble des moyens mobiles motorisés. C'est-à-dire, je vous l'explique pour l'aviation, mais c'est pareil pour l'automobile, se dire, voilà, pour utiliser un moyen mobile, par exemple un avion, c'est à la fois avoir l'objet physique, comme vous possédez l'immeuble, enfin l'immeuble au sens de la maison, l'appartement, physiquement, c'est du béton, enfin la pierre, et aussi, vous possédez aussi, et ça a de la valeur, le droit foncier de l'avoir. Et donc, par exemple, pour l'aviation, ça voudrait dire, voilà, les compagnies aériennes du monde, dorénavant, à partir du 1er janvier, le nombre d'avions qu'elles ont, c'est le nombre actuel, par catégorie de tranche de 20 places. Et si jamais elles achètent un nouvel avion d'une certaine catégorie, il faut qu'ils mettent à la casse un avion de la même catégorie, comme si vous rénovez votre maison sans étendre le nombre de mètres carrés habitables. En revanche, si vous voulez un avion de plus, mais là, il faut à la fois acheter l'avion, mais il faut aussi acheter le droit, comme chez un notaire, d'avoir le droit d'avoir un avion de plus de cette catégorie-là. Mais qui va le vendre ? Soit une compagnie qui ferme, qui dépose le bilan, à ce moment-là, elle va vendre ses avions physiques, mais vendre aussi les droits qu'elle avait. D'accord. Ou alors, qui veut décroître, ou alors vous faites de l'acquisition externe, hein, vous achetez une autre compagnie, et puis voilà. Oui. Et du coup, le nombre d'avions serait constant. Et le progrès technique permettrait de remplacer, vous voyez. Pareil pour l'automobile. Alors, si l'automobile au niveau mondial, on bloque à 1,1 milliard, il est évident que nous, il faudrait peut-être quand même qu'on décroisse, nous occidentaux, qui sont assez équipés. Donc on arrive à petit, entre les ventes de droits de personnes âgées qui se défont définitivement de leur voiture, ou de gens qui ont 2 voitures et qui se disent non, je vais vivre avec une. Ils vendent une voiture, mais ils vendent un droit. Et à ce moment-là que l'État, en fait, annihile une partie des droits pour que des pays qui n'ont pas trop de mobilité terrestre, eux, par contre, puissent quand même croître. Mais disons qu'au niveau mondial, voilà, on est une stabilité. Donc ça c'est une gestion qui est un peu autoritaire, hein, il faut le reconnaître, mais c'est le même niveau autoritaire que la création des cadastres, en fait. Et aujourd'hui, on est habitué. Vous trouvez normal que quand vous achetez un appartement, ça vous coûte le foncier et le bâti. Oui, mais parce que ça, c'est pour juguler le nombre. À chaque fois, il y a cet argument justement du liberticide, mais en fait, des limitations de nombre, ça existe dans des métiers. Est-ce que c'est liberticide aujourd'hui de devoir passer chez un notaire et que quand vous achetez un logement immobilier, à l'intérieur, il y a un coût de bâti et il y a un coût de foncier. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas que c'est liberticide. Bon, voilà, c'est peut-être que le changement, effectivement, remettons-nous au 19e siècle, il y a des gens qui ont trouvé liberticide le fait que tout d'un coup, ils ont vu arriver un impôt en leur disant, vous êtes là, et voilà, maintenant l'impôt c'est tant par an. Il y en a qui ont crié liberticide, évidemment, c'est normal, il faudrait revenir que les historiens se penchent. Donc ça, c'est sur le nombre. Et après, sur la nature des véhicules, on a parlé par exemple pour l'automobile du fait de comment réduire la taille, etc., au-delà d'une tonne 5, voilà, on peut imaginer qu'il y ait ça, qui fait que là, à ce moment-là, on va déjà... voilà, ça c'est pour les véhicules terrestres, mais pour l'aviation par exemple, on pourrait imaginer de dire que les nouveaux avions, peut-être qu'ils volent moins vite et moins haut. Parce que l'aviation sur le climat par exemple, elle a 2 impacts. C'est à la fois le CO2 qui est la combustion du kérosène, mais vous avez aussi les traînées blanches dans le ciel. Les traînées blanches dans le ciel, elles sont apparues dans les années 60 lorsqu'on est passé des avions à hélice aux avions à réaction. Et à l'époque, lorsqu'on est passé des avions à hélice aux avions à réaction, il y a eu 2 conséquences principales. La consommation par passager, elle a doublé. C'est-à-dire d'aller plus vite, ça consomme plus de carburant, même si vous allez plus haut, où l'air est un peu moins dense. Donc les trajets faits dans les années 60 avec les avions à hélice, par exemple un Paris-Rome en avion à hélice et un Paris-Rome en avion à réaction, en avion à réaction vous alliez plus vite, vous allez à 900 à l'heure au lieu de 600, donc je sais pas, vous mettez 2 heures au lieu de 3, enfin voilà, donc il y a quand même un confort supplémentaire. En revanche, la consommation a doublé et sont apparues les traînées blanches dans le ciel parce que les avions pouvaient voler plus haut au-dessus de leur formation. Donc pour être assez radical au niveau véhicule aérien, à ce moment-là, une idée, ça serait de dire les nouveaux avions, il faut repasser aux avions à hélice. Alors pas aux avions à hélice des années 50, aux turbopropulseurs modernes qui existent sur certains avions militaires par exemple, enfin il n'y a pas de problème, c'est des très modernes, mais qui voleraient du coup moins vite, enfin moins haut, sous la formation comme ça, les traînées blanches dans le ciel, il n'y en a plus. L'air est plus dense, donc ça veut dire que les ailes, il faut les concevoir. On risque de consommer plus si on veut voler à la même vitesse qu'aujourd'hui. Donc il faut voler plus lentement. Là, vous parlez des traînées blanches. En gros, les traînées blanches, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ? Les traînées blanches, ce sont des nuages. Ce sont des nuages artificiels créés par un avion, une traînée blanche, qui joue le rôle comme les nuages. Et les nuages dans le monde, c'est aussi pour ça que la Terre, il fait 15 degrés en moyenne. 16 maintenant avec le réchauffement climatique.
Et donc s'il fait 15 en moyenne sur la Terre, c'est grâce à ça qu'on est là. Parce que s'il n'y avait pas la vapeur d'eau et les nuages sur la Terre, il ferait beaucoup plus froid et l'espèce humaine n'existerait pas. Donc les nuages, c'est super. Sauf que là, l'aviation, elle en rajoute en fait, tous les jours. En plus, à des altitudes où, alors des fois, ils restent pas très longtemps, il y a de l'humidité qui reste parce que c'est des altitudes qui sont au-dessus des nuages classiques. Et donc ces nuages supplémentaires ont un effet particulièrement la nuit, parce que la journée, ils reflètent une partie du soleil, et ils reflètent les infrarouges. Donc la journée, ce n'est pas si grave que ça. Mais en revanche, la nuit, les nuages la nuit, ils ne reflètent pas le soleil parce que c'est la nuit, et ils reflètent les infrarouges, et là par contre, c'est un effet réchauffant très très net. Donc là, on enlèverait radicalement, alors évidemment, les avions en circulation continueraient de voler à cette altitude-là, mais tous les nouveaux avions en quelques années de conception et de production seraient des avions en gros à 600 à l'heure et à 7000 mètres, avec un plafond, une limite de vitesse comme un panneau sur les nuages limité à 600, et un plafond comme les camions qui ne peuvent pas passer sous un pont à une certaine hauteur, et là ça serait 7000 mètres, parce qu'en gros ces nuages-là ils se forment au-delà de 8000 mètres. D'accord. Donc voilà. Donc les nouveaux avions, ça ne serait pas des avions à mon avis à hydrogène, etc., qui risquent d'être abandonnés très probablement, mais ça serait des nouveaux avions qui voleraient moins vite. Et voler moins vite, ça a un gain de consommation, un gain de climat, et aussi par rapport à la mobilité, vous savez, c'est l'accélération et le coût qui a fait l'usage excessif. Si vous avez des avions qui volent moins vite, pour des trajets assez courts, ça ne va pas changer grand-chose, mais pour des longs courriers, vous allez peut-être devoir faire une escale. Et là, c'est plus la même chose. Parce que si vous faites une escale, on va vraiment ralentir votre trajet. Vous allez passer de 8 heures à 24 heures, parce qu'il va falloir prendre un hôtel et tout ça. Donc ça veut dire que l'aller-retour pour une semaine à 10 000 km, vous ne le ferez pas avec un avion que je décris. Ça vous empêchera peut-être pas d'y aller, mais si vous y allez, ce ne sera pas pour une semaine, ça sera pour 2 ou 3 semaines. Et justement, l'idée du ralentissement et du renchérissement, ça coûtera plus cher. Il y aura des économies de carburant, mais comme votre avion va voler plus lentement, le personnel de bord et tout ça, l'amortissement de l'avion, ça va vous coûter plus cher. Donc du coup, ce ralentissement et ce renchérissement, c'est bien comme la leçon de l'histoire, c'est l'excès, il est dû à une accélération bon marché. La première, si c'est ça la leçon de l'histoire, la première idée pour diminuer les impacts, c'est d'aller à l'envers de l'histoire. Donc c'est de ralentir et renchérir. Ok, on essaiera de faire un épisode spécifique sur les pistes de solutions. Puis j'invite les personnes qui nous regardent à aller lire vos livres ou regarder vos interventions. Il y en a pas mal sur Internet où vous parlez de ces pistes de solutions-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Éloi. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous dire en commentaire si le format vous a plu. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes en version courte sur YouTube ou en version intégrale au format podcast. Les liens sont dans la description. À bientôt.